Tu ne connais pas encore son nom, mais tu devrais. Alexander Wang, 28 ans, le plus jeune milliardaire autodidacte au monde. Il vient de céder 49% de Scale AI à Meta pour 14,3 milliards de dollars, valorisant sa boîte à près de 29 milliards. Mais attention, ce n'est pas juste un rachat, c'est un transfert de pouvoir, parce que Meta ne veut pas que des données. Meta veut l'intelligence elle-même. Et Wang, c'est le cerveau qui nourrit toutes les IA les plus puissantes. OpenAI, GPT, Google, Gemini, Anthropic. Et maintenant, écoute bien, il a déclaré qu'il ne ferait pas d'enfants tant que les implants neuronaux comme Neuralink de Elon Musk ne seraient pas prêts. Il veut que son futur enfant soit lié à une IA dès la naissance, exploitant la neuroplasticité des 7 premières années pour formater le cerveau. Et ce n'est pas de la science-fiction. Neuralink a déjà implanté sa première puce chez un humain avec des débuts encourageants. Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler qui est vraiment Alexander Wang, un ingénieur étoilé. Non. C'est un architecte d'un monde où l'humain devient un processeur programmable. Tu découvriras aussi pourquoi son entreprise bosse pour l'armée américaine et les gouvernements. On répondra à la question de pourquoi Meta a sorti 14,3 milliards de dollars. Et puis on verra aussi ce que ça signifie, parce que ce n'est pas juste un move financier, c'est un virage historique. Il vise ton cerveau, pas ton fil d'actualité. Et ils ont déjà commencé. Et puis on va aussi statuer sur ce que ça veut dire de brancher GPT dans un cerveau. Une pensée instantanée, assistée, sans effort. Tu n'auras plus à apprendre à chercher, à douter. Le résultat de ce tournant est ici. C'est une fracture cognitive entre ceux qui auront l'IA intégrée dans leur tête et les autres. Et on mettra aussi en avant le gouffre cognitif de la dérive d'une inégalité inédite. Pourquoi ? Parce que quand les élites naîtront augmentées, qu'adviendra-t-il de nous ? Ceux qui pensent par eux-mêmes, est-ce qu'ils deviendront obsolètes ? Et on finira par entrevoir ce qu'on peut faire maintenant avant que ça ne soit trop tard. Et comme d'habitude, ce n'est pas une vidéo pour te faire peur, c'est une vidéo pour te réveiller, te donner les clés pour reprendre le contrôle. Regarder ce qui est et ce qui se joue autour de nous. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout. Parce que l'on vit ici, là maintenant, ce n'est pas juste un tournant technologique. C'est une guerre pour la conscience humaine. Alors, vous l'avez sûrement jamais vu passer sur BFM, ou non plus à la une du Monde, mais ce gars-là va influencer la vie de vos enfants, bien plus que le ministre de l'Éducation. Alexander Wang, donc 28 ans, c'est un petit génie de l'intelligence artificielle. Le visage assez lisse, sans émotion, sans rides, un peu comme une IA. Mais, on va dire en version plus humaine. Ses deux parents étaient d'abord physiciens nucléaires dans un labo classé secret défense aux États-Unis. Alors autant dire qu'à la maison, il n'y avait pas de jeu de société, il y avait plutôt du code. Et dès l'âge de 9 ans, il programme comme un adulte. Et à 17 ans, il cartonne aux Olympiades de maths. Et à 18 ans, il rentre au MIT. À 19 ans, il quitte tout. Il claque la porte du rêve académique pour créer sa propre boîte. Et là, tout va très vite. En 2016, il fonde Scale AI. Son idée, c'est quoi ? C'est, en même temps, elle est brillante, mais en même temps flippante à la fois. Et si on créait une machine capable d'organiser toutes les données du monde pour nourrir les IA ? Texte, images, vidéos, géolocalisation, émotions, visage, peur, désir. En fait, c'est lui qui donne à manger à l'intelligence artificielle. Et il le fait si bien que Google, OpenAI, Meta, l'armée américaine deviennent ses clients. Oui, on a ici le gars qui maîtrise nos IA. En 2021, à 24 ans, il est le plus jeune milliardaire self-made de la planète. Et aujourd'hui, sa boîte est valorisée à 29 milliards de dollars. Mais attention, ce n'est pas juste une success story façon Silicon Valley. Parce que ce que vend Wang, ce n'est pas un service. Ce qu'il vend, c'est l'intelligence elle-même, celle qu'on est en train de construire pour remplacer la nôtre. Et lui, dans sa tête, tout est clair. Le monde doit être optimisé. Le cerveau humain, juste une base de données qu'on peut entraîner, améliorer, perfectionner. Et dans son monde, tout doit être mesurable, tout doit être prédictible, tout doit être contrôlable. Est-ce que tu commences à voir le projet ? En fait, il ne rêve pas
d'un monde plus libre. Il rêve d'un monde plus efficace. Un monde où les émotions sont du bruit, où le doute, une perte de temps, et où la décision humaine est une erreur qu'on peut corriger. Et c'est lui que Meta vient d'embaucher pour diriger l'équipe de Super Intelligence. Alors, ça soulève quand même des questions. Pourquoi Meta a mis 14 milliards sur la table? Et pourquoi ce n'est pas un rachat, mais un partenariat pour pirater ton esprit? Car oui, Meta vient de lâcher 14,3 milliards de dollars sur Scale AI pour 49% des parts. Et surtout, pour le cerveau derrière l'IA. Mais ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une injection massive de pouvoir cognitif. Oui, parce que Wang intègre Meta, il rejoint leur tout nouveau labo baptisé Super Intelligence. Le cerveau humain devient le nouveau terminal, l'interface ultime. Avant, Meta te vendait des pubs via ton fil d'actualité. Maintenant, ils visent ton esprit. Ils veulent contrôler les pensées, formater les raisonnements, ils veulent monopoliser l'attention, l'apprentissage et bientôt, la conscience. Regarde ce qui se passe. OpenAI, Google, XAI, tous rompent leur contrat avec Scale AI dès que l'opération est annoncée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on les espionne à travers leurs propres données. Meta, en gardant Scale AI, indépendante bien sûr, s'assure quelque part d'avoir l'accès aux data sans déclencher la régulation. Les autres ont compris. Et toi? Te rends-tu vraiment compte qu'ils sont en train d'acquérir non pas ta boîte, mais ta tête? L'action de Meta, en fait, c'est plus dangereux qu'un rachat classique. Pourquoi? Parce que c'est un partenariat intelligent, pas un rachat. Meta entre quelque part dans la chaîne même de l'apprentissage des prochaines IA. Et le cerveau humain devient le prochain appareil connecté. Et Wang, lui, il ne devient pas patron à temps plein de Scale, de sa boîte. Il reste sur le board. Mais il passe à temps plein chez Meta pour diriger Super Intelligence. Pour moi, tout est clair. Scale, c'est le garde-manger cognitif des IA. Et Meta va devenir le maître du cerveau augmenté. Donc, sommes-nous proches de brancher GPT dans le cerveau? Et si oui, voyons pourquoi ça va générer deux humanités parallèles. D'un côté, les augmenter, et de l'autre, les déconnecter. Imagine, tu es à table, 10 personnes, tous augmentés, mais toi non. Tu poses une question. Et si je veux rester comme je suis, sans puce, sans IA, et tous là, ils te regardent, calme, un peu triste, peu importe, et puis il y a un des deux qui te répond. Tu pourrais, mais tu ne suivrais plus. Parce que dans 2 ans, GPT-7 sera dans tes implants. Temps de réponse 0,6 secondes, 0 fatigue, 0 oubli. Tout le monde saura, toi, tu chercheras encore. Et là, du coup, tu pourrais leur répondre, tu dirais, ok, mais moi, ce que je veux, c'est ressentir, je veux douter, je veux penser par moi-même. Et là, l'autre personne va te sourire, et doucement, elle va te dire, oui, 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 tu penseras lentement. Et là, tu comprends. Tu ne seras pas exclu. Tu seras juste inutile. Pas parce que tu refuses, mais parce que le monde ne t'attendra plus. Et ton enfant, lui, te regardera un jour dans les yeux et puis il va te demander « Pourquoi est-ce que je suis le seul à ne pas comprendre aussi vite que les autres ?» En fait, si tu dis non aujourd'hui, il faudra assumer de disparaître. Donc, si tu veux, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on arrive à un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité et aussi dans le passage entre la technologie et l'humain. On nous répète que tout ça, c'est du progrès. Que les IA, les implants, les interfaces cerveau-machine, c'est une avancée. Un plus. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une avancée? Si ce qu'on gagne, par exemple, en performance, d'un seul coup, on le perd en liberté intérieure. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de créer, ce n'est pas une humanité augmentée, c'est une humanité formatée. Regarde bien les faits. Depuis 2023, des millions de personnes délèguent déjà leurs décisions à ChatGPT, à Claude, à Gemini.
Ce n'est pas un outil. C'est devenu un filtre de pensée. Et en parallèle, l'usage des moteurs de recherche classiques a chuté de 21% en un an. Alors pourquoi? Parce que la majorité des utilisateurs ne cherchent plus par eux-mêmes. Ils attendent la réponse du dieu ou de la déesse IA. L'IA ne nous aide pas à penser. Elle pense à notre place. Et maintenant, avec l'arrivée des interfaces neuronales comme Neuralink, qui a déjà implanté plusieurs cerveaux humains en 2024, dont un patient qui contrôle aussi un ordinateur avec sa pensée, on est en train de passer un cap. On ne parle plus de recherche, on parle de flux d'informations injectées directement dans l'esprit. Et forcément, quand une information arrive sans effort, quand elle arrive sans friction, on arrête de la remettre en question. C'est ça le vrai danger. Parce qu'une société qui ne doute plus, c'est une société qui cesse de réfléchir. Et donc, derrière le mot IA, il y a une promesse. Plus rapide, plus intelligent, plus puissant. Mais en vérité, c'est souvent un appauvrissement progressif de l'intuition, de la lenteur, de la sensibilité, de la nuance. Même des chercheurs en cognition comme Marianne Wolf expliquent que la pensée profonde diminue à mesure qu'on s'appuie sur les réponses automatiques. Notre cerveau prend l'habitude de sauter l'étape du raisonnement. Alors oui, c'est pratique, mais ce n'est pas neutre. Plus on avance dans cette logique, plus on désapprend à penser par nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un progrès, pas au sens noble du mot. Ce n'est pas une montée en conscience, c'est une montée en dépendance. Et le problème, ce n'est pas la technologie, c'est ce qu'on devient quand on n'a plus besoin d'apprendre, de chercher, de ressentir. C'est ça le vrai problème. Et je t'invite vraiment à te poser cette question et à le regarder en face. Parce que si tu ne le regardes pas en face, tu te feras prendre un jour. Si vous vous demandez pourquoi tout ce qu'on a vu jusqu'ici semble viser l'avenir, la réponse est simple. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Et aujourd'hui, les plus jeunes sont clairement la cible. Pourquoi? Parce que leur cerveau est beaucoup plus malléable que le nôtre. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. La capacité du cerveau à créer des nouvelles collections, à apprendre très vite, à s'adapter. Chez un enfant, cette plasticité est maximale entre 0 et 7 ans. C'est la période où l'on absorbe sans filtre, sans recul, sans défense cognitive. C'est exactement ce que Alexander Wang explique quand il dit qu'il attend que Neuralink soit disponible pour avoir des enfants. Il ne dit pas ça pour provoquer, non. Il le pense sérieusement. Pourquoi? Parce qu'un enfant avec une interface neuronale, dès la naissance, sera entraîné dès ses premières expériences à penser via l'IA. Donc, ce ne sera pas un ajout. Ce sera la base. Et quand vous entendez ça, vous comprenez que ce n'est plus une question d'éducation. C'est une question de programmation. Plus besoin de soldats, plus besoin de surveillance. Tu formes les cerveaux à la source. Un cerveau qui ne doute pas, un cerveau qui réagit vite, un cerveau qui pense comme on lui a appris à penser. Non pas par l'école ou la culture, mais par l'algorithme intégré. Alors, il y a déjà des outils éducatifs pilotés par des IA dans les écoles primaires, aux États-Unis, en Chine et dans plusieurs écoles privées en Europe. Il y a des plateformes aussi adaptives qui savent mieux que l'enfant ce qu'il doit apprendre. Par exemple, il y a Squirrel IA en Chine, Altitude Learning aux États-Unis, Century Tech en Angleterre. Et dans l'industrie, cette idée, en fait, séduit des enfants plus performants, plus précoces, plus concentrés. Mais à quel prix? Parce que ce que l'on forme là, ce n'est pas une génération libre, c'est une génération préformatée, alignée, une génération conforme. Quand le cerveau d'un enfant se construit sous IA, ce n'est pas qu'il apprend mieux, c'est qu'il apprend comme l'IA le veut. Et c'est là que le basculement est réel. Ce n'est plus un enfant qui apprend à penser, c'est la machine qui définit le cadre de sa pensée. Alors non, ce n'est pas une théorie du complot. C'est un plan d'optimisation cognitive qui fait rêver les industriels, qui fait rêver les politiques, les géants de la tech. Parce qu'un esprit optimisé est un esprit prévisible. Et un esprit prévisible, c'est plus facile à gouverner, à vendre et à gérer. Je suis né en 1971. Et donc, je fais partie de la dernière génération d'humains bruts.
avant l'invasion des écrans, des assistants vocaux, des implants cérébraux. C'est une époque où l'on vivait sans notification, sans IA pour réfléchir à notre place. Nous sommes, donc nous, avec moi inclus, les derniers à avoir connu un monde vraiment humain, pas encore numérisé. Et donc, on a encore en nous des réminiscences du silence, de l'ennui, de la lenteur. Et c'est une richesse que les générations suivantes n'auront peut-être jamais. Regardez les chiffres. En 1971, le tout premier processeur Intel comptait 2308 transistors. En 2021, la puce la plus puissante en comptait 58,2 milliards. C'est une augmentation de 25 millions de fois en 50 ans. Et aujourd'hui, en 2025, les puces les plus puissantes atteignent jusqu'à 208 milliards. C'est la GPU de Nvidia Blackwell, par exemple. En parallèle, Bibi, là, le cerveau humain, lui, n'a quasiment pas évolué. On fonctionne toujours avec le même volume, avec la même structure, avec les mêmes limitations biologiques qu'il y a 10 000 ans. Aucune mise à jour, aucun correctif, aucune optimisation. Le résultat est simple. La technologie évolue des milliards de fois plus rapidement que notre cerveau en quelques générations. Et c'est en train de créer une rupture, une désynchronisation radicale entre l'humain profond et le monde qui l'entoure. Alors que faire? La solution, ce n'est pas de courir après l'IA, ce n'est pas non plus de la diaboliser, c'est de réinventer ce que veut dire être vivant. Et pour ça, il faut revenir à l'intérieur, à ce que la machine ne pourra jamais reproduire. La conscience incarnée, l'intuition, tout notre émotionnel, la transformation intérieure. C'est pourquoi les expériences, par exemple, de conscience modifiée restent encore à l'humain ce qu'il y a de plus vivant. Pas pour fuir le réel, mais pour le ressentir autrement. Pas pour débrancher, mais pour se reconnecter à ce qui en nous échappe aux logiques mécaniques. Quand on entre dans un état modifié de conscience, que ce soit par la respiration, par la méditation, par les plantes, par le silence ou par une immersion sensorielle, peu importe, on accède à une couche plus profonde de soi, une couche que l'IA ne peut pas simuler. Parce que là, on ne pense plus, on perçoit, on traverse, on se souvient. Ce sont ces expériences qui nous réancrent. Elles permettent, si vous voulez, à notre cerveau de sortir de l'automatisme, de retrouver de la plasticité naturelle et en même temps de générer de nouvelles connexions sans algorithme. Et ça, c'est vital. Parce que un esprit qui n'entre jamais dans un état de conscience différent est un esprit fragile, est un esprit formatable et conditionné. Alors oui, bien sûr, ça ne suffit pas. Sinon, on va me prendre pour un gourou. Alors il faut aussi, bien sûr, réhabiliter l'esprit critique. Donc chercher par soi-même, contester ce qui paraît trop évident, poser des questions sans réponse immédiate, revenir au corps aussi, juste respirer, marcher sans but. Écouter aussi le battement lent du vivant. Et puis recréer un lien avec ce qui est organique. Redonner quelque part une place à l'âme, pas à la religion, à l'essence, à cette part de nous qui sent, à cette part de nous qui doute, qui prie peut-être aussi, et qui crée sans fonction, qui crée sans rendement. Nous sommes la dernière génération à pouvoir faire ce choix en conscience. Parce que bientôt, il ne s'agira plus de dire oui ou non, mais simplement de suivre l'idée qui nous arrive au cerveau, ou alors d'être effacé. Et tant que nous avons encore ce lien intérieur, tant que nous avons encore la mémoire d'un monde biologique sans technologie, je pense que nous avons le devoir de préserver cette conscience vivante et de transmettre autre chose que des capacités, un ancrage, un souffle, une présence. En tout cas, c'est mon chemin. Donc, on va dire qu'on y est. Pourquoi ? Parce que dans les années qui viennent, certains auront GPT directement intégré dans leur cerveau. Pas un outil, pas une aide, une présence continue au cœur de leur système nerveux. Et toi, que feras-tu ? Tu pourras soit te connecter, donc suivre le mouvement, t'adapter, ou alors choisir autre chose. Pas refuser la technologie, mais revenir à toi. Te reconnecter à ce que la machine n'a pas et ne pourra jamais simuler. La nuance, le ressenti, le souffle. Mais il faut être lucide.
Si on reste inactif, si on continue par exemple à confondre confort et évolution, si on laisse aux algorithmes le soin d'éduquer, de décider ou même le soin de penser pour nous, alors oui, un jour, il n'y aura plus rien à défendre. Juste un monde fluide, efficace et entièrement robotisé de l'intérieur. Ce jour-là, il ne sera même plus question de résister. Ce sera simplement trop tard pour se souvenir de ce que être humain voulait dire. Alors, la vraie question, maintenant, c'est celle-ci. Veux-tu, ou vas-tu plutôt te connecter ou te reconnecter? À plus tard dans la vie.